Bonjour. À l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone, le Regroupement des géographes du Québec est heureux de vous présenter un webinaire intitulé Wiskat-Miqwa Ta'aki, Terre et Terre, géographie, toponymie et questions autochtones. Ce webinaire sera présenté par Philippe Charland, géographe et professeur de langue abénakise, en vous souhaitant une bonne écoute et surtout de belles découvertes. Commencer par être comment j'ai commencé par être un géographe, puis finir par faire d'autres choses que de la géographie, et tout en faisant de la géographie. Donc, je vais tenter un peu de vous présenter mon parcours, qui commence en quelque part ici. Ça fait d'avoir des cartes. Un endroit qui s'appelle Odanak. Peut-être là, tu sais dire que ça commence. Puis là, pourquoi on dit que ça commence là? Ben, c'est parce que quand j'étais jeune, je suis allé visiter un musée, qui est celui-là. C'est le musée des Abénakis d'Odanak. Et puis, j'ai commencé à penser aux Abénakis, dans le fond, à cette époque-là déjà, quand j'avais 8 ans. Et c'est un peu ce qui m'a poussé vers la géographie. Pourquoi exactement? Ben, j'ai commencé à m'intéresser aux questions autochtones. Puis quand j'étais jeune, ben, je n'avais pas tant que ça d'intérêt dans les questions autochtones, peut-être des questions géographiques. On pourrait demander à ma mère quand j'étais jeune que je dépliais des cartes géographiques, puis je les repliais systématiquement, les cartes routières. C'est peut-être là mon intérêt au départ, mais mon intérêt pour les questions autochtones s'est un peu développé plus tard, après que j'ai visité les Aménakis. Je suis tombé sur ces deux livres-là dans la bibliothèque locale de mon village natal. Un livre qui s'appelle Histoire des Abénakis depuis 1605 jusqu'à nos jours, de l'abbé Joseph Anselme Moreau, qui a été fait en 1866. Normalement, dans les bibliothèques, les gens retrouvent ce livre-là, ainsi que l'autre, Les Abénakis d'Odanak, qui est de Thomas-Marie Charland, duquel je ne suis pas parent non plus, en plus, ce qui est le plus étrange. Et ce qui est encore plus étrange dans tout ce parcours-là, c'est que moi-même, je ne suis pas autochtone, je ne suis même pas abénaki non plus. Donc, c'est juste un intérêt qui a été poussé à travers le temps avec ce que j'ai pu, développer. Attendez. Parce que je pense que je n'étais pas au premier degré. Je pense qu'il y a un micro encore ouvert. Il faut trouver c'est qui. Pouvez-vous fermer vos micros? Bon. En fait, quand je suis tombé sur ces deux livres-là, qui ne sont pas vraiment des livres de géographie, c'est plus des livres d'histoire, ça le dit dedans d'histoire, mais souvent les gens voient les sciences sociales comme des cubes fermés. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de jamais voir ça comme des cubes fermés, donc toujours regarder plus large que ça. Et dans des livres d'histoire ou de quelques autres sciences, il y a tout le temps de la géographie cachée. La géographie est tout le temps cachée quelque part. Et évidemment, quand j'ai lu ça, quand j'étais plus jeune, ces deux livres-là, je n'ai pas retenu, évidemment, je ne connaissais pas grand-chose, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Mais ça a quand même développé un peu mon intérêt pour évidemment, la géographie, parce que ça en parle beaucoup dedans. Ça parle de territoire, de réserve. Puis évidemment, ça a fait un peu un déclic plus tard quand je suis allé m'inscrire en géographie et que j'ai voulu en savoir plus sur les Autochtones. Je me suis inscrit en géographie à une autre époque, à l'UQAM. J'étais un jeune étudiant qui a tenté de prendre des cours qui l'intéressaient plus que de suivre un profil particulier. Et j'ai délibérément pris des cours qui étaient en lien avec les Autochtones. C'était difficile un peu à trouver à l'époque, à l'UQAM, puis même ailleurs aussi. Mais j'ai délibérément pris des cours dans ce domaine-là, sachant pas trop ce que j'allais faire, mais c'est les questions autochtones qui m'intéressaient. On pourra parler avec Marc-Antoine, mon collègue du bac en géographie, qui se rappelait de ça d'ailleurs. Donc, j'avais un questionnement sur les Autochtones. J'avais un questionnement aussi sur le territoire, parce que souvent, on voit des cartes passées ou des mentions des Autochtones, puis on ne sait jamais trop. La plupart des gens ne savent pas les Autochtones étaient où, comment, pourquoi, de quelle façon. J'ai décidé de m'intéresser plus aux questions territoriales, essayer de comprendre un peu l'évolution du territoire, parce que si je mets une carte comme ça, on a des frontières là-dessus. Si on pourrait prendre ces frontières-là, en fait, les frontières du Québec, du Canada, des différents États, New York, Vermont, New Hampshire, Maine, Nouveau-Brunswick, tout ça, il y a des lignes qui ont été tracées à d'autres époques. Ces lignes-là, dans le fond, sont des vues de l'esprit simplement. Et ces lignes-là, évidemment, ne sont pas évidemment créées par les Autochtones, ont été superposées à des territoires qui étaient occupés par des populations, puis c'est toujours assez flou. Si jamais vous allez lire un peu dans les livres, c'est ça qui est un peu étrange souvent, c'est là que l'histoire
devient la plus intéressante. Si je reviens au livre précédent ici, dans le livre de M. Moreau, il mentionne que les Abénaquis ne viennent pas d'ici. Les Abénaquis viennent d'ailleurs. Donc, ce sont des immigrés qui viennent ici. Et évidemment, on se dit, ben, de quelle manière, il me semble, les Autochtones étaient toujours ici. C'est quoi cette histoire-là? Dans le fond, ben, lui, sa conception de la chose, évidemment, est en lien avec la présence des Autochtones à son époque. Et il regarde aussi avant, puis évidemment, ils disent, ils viennent de l'Acadie, par exemple. Je vais donner un exemple comme ça. La frontière entre, mettons, on va dire, le Canada et les États-Unis, c'est une frontière qui est récente dans le temps. Et évidemment, l'Acadie, souvent les gens se demandent, t'es où l'Acadie? Ben là, je ne sais pas si vous pouvez voir avec ma flèche où est-ce que je pointe ici. L'Acadie, ça pouvait être ici. Là. On peut être ici, on pouvait être là, on pouvait être un peu partout. C'était dans le fond du bois. Donc, à la fois, ce que M. Moreau expliquait, c'était que les Abénaquis ne venaient pas d'ici, ils venaient d'ailleurs. Oui, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas de frontières, donc ils ne viennent pas vraiment d'ailleurs. Puis ils occupaient un territoire qui maintenant serait dans les frontières du Québec. Derrière ça aussi, c'est toujours ça, c'est la chose qu'on lit et qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que, ben, en lisant un truc, par exemple, qui date de 1866, ça se pourrait que la vision de la personne soit un peu tronquée ou soit modifiée ou n'ait pas eu accès à toutes les sources. Donc, il faut toujours regarder ça dans la perspective, puis sa conception géographique versus la réalité, ben, sont deux choses. Puis il y a aussi le fait que l'abbé Moreau a réussi à acheter des terrains, faut dire de manière illégale, hein, pour être pas trop scandaleux, il a acheté des terrains qui faisaient partie de la réserve d'Audanac. Je pourrais retourner en arrière sur cette carte-là ici. Il a réussi à acheter des terrains qui étaient là. Et évidemment, ces terrains-là, ben, sont devenus sa propriété, a réussi à les vendre, il a fait de l'argent avec ça. Et évidemment, comme c'était plus ou moins légal, et comme devenu dans un peu la soupe chaude, donc a écrit son livre pour un peu se dédouaner du fait que ben, c'est pas vraiment grave si je leur ai acheté des terres que c'était pas légal. Dans le fond, ils ne viennent pas d'ici. Donc, derrière la géographie, il y a aussi de la politique en quelque part à ce point-là. Mais évidemment, c'est quelque chose que je n'avais pas vu à l'époque, puis j'ai pu voir ensuite par la suite. Puis ça, évidemment, ce n'est pas juste grâce à la géographie, c'est en analysant des contextes plus globaux. Donc, quand j'ai commencé mes études de bac, j'étais conscient de la présence autochtone, mais pas autant que je voudrais. J'ai fait beaucoup de cours. Quand j'ai fait ma maîtrise, je me suis assuré de comprendre un peu plus le territoire. Essayer de voir comment des groupes qui occupaient le nord-est se sont retrouvés à être enclavés dans des petits territoires qui sont souvent pas assez grands pour accueillir toute la population. On a ici une carte des nations autochtones au Québec. Je suis content que la carte a été modifiée parce que pendant longtemps, il y avait mis des tipis qui ne sont pas du tout quelque chose qui vient d'ici, ça vient de l'ouest, puis il y avait des igloos en haut, donc ils l'ont modifié. C'est déjà un avancement, on va dire, mais bon. Ça pour dire que pendant ma maîtrise, je me suis intéressé à la présence des Autochtones sur le territoire. Et je suis tombé sur un ouvrage que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle « La toponymie des Abénaquis ». Cet ouvrage-là est un dossier toponymique qui a été fait par la Commission de toponymie du Québec dans les années 80, qui avait l'ambition de regrouper ensemble tous les toponymes des langues autochtones au Québec, puis de faire des guides comme ça pour que les gens sachent qu'est-ce que les toponymes veulent dire et évidemment où est-ce qu'ils sont situés exactement. Donc, je suis tombé là-dessus. Et en feuilletant, évidemment, à l'époque, je n'avais pas trop de connaissances là-dessus. En feuilletant, je suis tombé, il y a une carte, là, vous voyez ici, c'est le premier des cahiers qui a été fait, ça s'appelle « État d'avancement des inventaires et du traitement des toponymes autochtones ». Donc, souvent, les toponymes, c'est de la géographie, mais c'est comme à cheval entre la géographie, l'histoire, la linguistique. Les gens n'osent pas trop toucher à ça, mais c'est souvent des géographes qui s'occupent de ça. Moi, étant géographe, j'ai regardé ça, puis j'ai dit quel guide intéressant, je vais regarder. Ça dit ils ont ramassé 100%, à tout le moins, ils ont analysé 100% des toponymes qu'ils ont trouvés. Donc, puis que c'est traité. Je dis d'accord. Puis là, on regarde pour la légende du document. On dit le traitement des toponymes relevés sur le territoire fréquenté par l'ensemble des membres d'une même nation est complété à 100%. Là, on regarde Abénaquis, 100%. Là, on nous parle d'une zone qui couvre tout ça. Je dis, c'est bon, il doit y avoir plein de toponymes intéressants. On va regarder combien ils en ont trouvé. Ils ont dit qu'ils ont fait un seul inventaire toponymique.
une dame qui a fait ça, Janet Warren. Là, nous, on dit qu'on en a 161, mais que c'est très difficile d'avoir accès à toute la connaissance parce que les gens sont tous âgés, ce qui est vrai. Donc, on en a 161. Donc, il y a 155 toponymes, c'est pseudonymes, on fait une description. Puis on décrit de quelle façon la personne a réussi. On parle avec Gordon Day. Bon, c'est standard. Mais au final, ils ont 161 toponymes. Donc là, on se dit, là, ils ont défini, blablabla, il y en a qui sont officiels, puis tout va très bien, bravo. Donc, on arrive à 100%. On a tout traité, tout est fait. Là, je me suis dit, oui, mais en feuilletant le guide, j'ai l'impression qu'il manque des choses. Puis là, je suis allé lire un livre, je me rappelais d'avoir vu dans un livre qui s'appelle L'histoire des Abénaquis d'Odanak, des Abénaquis de l'abbé Moreau que je vous ai présenté juste avant. Il y a quelques, là, je ne les ai pas toutes mis, il y a quelques toponymes dedans. Évidemment, l'abbé Moreau n'était pas un géographe ni un toponymiste, c'était un curé avant tout, un curé missionnaire qui a écrit un livre d'histoire, donc a mis de l'information là-dedans. Il y a de l'information qui est, on pourrait dire, souvent je dis, ce livre-là comporte genre 650 pages, on pourrait en brûler 600, ça ne changerait rien pour personne, mais dans les 50 pages qu'on garderait, on pourrait garder celle-là par exemple. Donc, plusieurs toponymes comme ça qui ont été présentés. Ces toponymes-là, évidemment, on se dit, est-ce qu'ils se retrouvent dans le fameux guide de toponymie des Abénaquis du gouvernement? Ben, on va aller en voir un, c'est celui que je me rappelais, c'est pour ça que j'ai mis l'exemple. Gentilly, autrement, ça s'appelait Namasak. Namasak, c'est des poissons. Les poissons sont animés, donc c'est des poissons au pluriel. Quelqu'un qui serait plus âgé aurait pu passer à Gentilly. Il y avait une brasserie Namasak à une autre époque qui n'existe plus, mais les gens de la région s'en rappelleraient. Donc, j'avais vu ce toponyme-là ici, Namasak. Et là, je me suis dit, ben ouais, mais il me semble que s'il en manque un, il en manque peut-être d'autres, parce que quand on va dans le guide toponymie des Abénaquis, regardez à Namak, il n'est pas là. Donc, on l'a oublié. Donc là, on se dit, là, ils ont ramassé 161 toponymes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça qu'il en manque? Là, dans la liste que l'abbé Moreau a mis, il en manque quand même beaucoup. Alors, je me suis dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Comment ça que c'est mal fait comme ça? J'étais un peu en colère. Je me suis dit, tiens, c'est ça que je vais faire dans la vie. Donc, je vais m'intéresser aux toponymes et je vais travailler là-dessus parce que ça a l'air d'être une zone négligée, finalement, de la géographie. Pourtant, c'est peut-être ce qui est le plus important. La partie de la géographie qui est le plus important en politique, c'est peut-être la toponymie. C'est comme ça qu'on impose nos vues aux autres. Les changements de toponymes, souvent, vous voyez comment au Québec, ça peut se produire rapidement des fois. Un parc change de nom après peu ou pas de consultation. Souvent, on va retrouver des gens qui vont soumettre des dossiers, puis ça va prendre extrêmement longtemps avant que le toponyme soit changé. Mais bon, c'est une bébelle politique, il faut se le dire comme ça. Je me dis, si c'est si politique, comment ça qu'on n'a pas accès à plus de connaissances là-dessus? Je vais travailler là-dessus. Donc, je me suis mis à chercher là-dessus, sur les toponymes. Puis je me dis, ben, je vais m'intéresser aux toponymes abénaquis. C'est sur là-dessus que je suis tombé. Donc, quel beau projet pour faire un doctorat. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, finalement, détruire un peu les lacunes produites par le système, puis finalement, n'avait pas traité. Donc, tous les toponymes n'ont pas été traités complètement dans le cadre de l'étude du gouvernement. Donc, j'ai décidé de faire ça. Et évidemment, ben, je me suis dit, ben, je vais m'intéresser à une zone en particulier, parce que j'aurais voulu finalement étudier pour plus qu'une nation, mais souvent, il faut se concentrer sur une. Mais comme j'ai décidé que ce serait un projet de doctorat, j'avais fait mon bac et ma maîtrise à l'UQAM. Il ne semblait pas y avoir de débouché à l'UQAM à cette époque-là. Je ne pense pas qu'il y en a toujours non plus de doctorat à l'UQAM. Donc, je suis allé à l'Université McGill pour travailler avec un toponymiste, un géographe qui travaille beaucoup en toponymie, qui s'appelle Ludger Müller-Wely, c'est un professeur en géographie qui m'a supporté là-dedans, qui avait fait dans sa jeunesse beaucoup d'études pour de la toponymie des Inuits, qui sont surtout dans le nord du Québec. Donc, je me suis dit, je vais faire la même chose pour le sud. Je vais m'intéresser aux Abénaquis parce que c'est ce que je trouvais qui était le plus négligé. Mais évidemment, pour faire cette étude-là, ce n'est pas juste de la géographie qu'on va avoir besoin. Oui, il faut identifier les toponymes, où est-ce qu'ils sont, les placer, évidemment, les replacer ou les placer sur une carte.
il faut pouvoir les analyser. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je me suis dit, ben, faudrait que je sache qu'est-ce qu'ils veulent dire, les toponymes. Vous en avez vu 2 tout à l'heure, Ondanac, Wallinac. Ça veut dire quelque chose, c'est pas juste des mots comme ça qui apparaissent. Donc, il faudrait peut-être le savoir. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. Donc, je me suis dit, je vais m'intéresser à ça, mais pour pouvoir faire la traduction, il fallait que je puisse avoir accès à une langue autochtone, donc des cours. J'avais un désir d'apprendre une langue autochtone, puis à cette époque-là, dans les universités, il n'y avait pas de cours de langue autochtone. C'était au début 2000, il n'y avait pas de cours disponibles. Donc, souvent, c'est ce qui se produit quand on fait un parcours universitaire. Les réponses ne sont pas toutes là, les éléments ne sont pas tous là. Des fois, il faut piger en dehors. J'ai cherché beaucoup pour trouver un cours de langue. Puis au départ, quand je cherchais des cours de langue, je n'avais pas cherché pour de l'Abénaki non plus. J'avais cherché pour l'Innu, j'ai cherché Atikamekw, j'ai cherché Mohawk, puis il n'y avait rien. Le Cri aussi, Inuktitut, il n'y avait rien. Donc, mon dernier recours a été d'appeler au musée des Abénakis. C'est là que j'ai réussi à parler à quelqu'un. On m'a dit, oui, il y a des cours qui se donnent. Une dame, Monique Nolette, il donne des cours. Tu peux l'appeler. Je l'ai appelé, je me suis mis à suivre des cours d'Abénaki. Puis mon projet, évidemment, d'études de toponyme a été bien en selle à partir de ce moment-là, parce qu'il n'y avait rien nulle part ailleurs. Donc, j'ai pu chercher, j'ai pu avoir accès à de l'information que je n'aurais pas eu autrement en cherchant en dehors de la boîte. Donc, quand j'ai fait ma maîtrise, je me suis intéressé surtout au territoire, puis comment le territoire avait changé pour les Abénakis. Puis ensuite, quand j'étais faire mon doctorat en 2001, j'ai travaillé surtout, en fait, en grande partie, sur les toponymes que je croyais Abénaki ou qui étaient Abénaki. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai procédé. Puis, entre-temps, j'ai eu le temps d'aller travailler, parce que c'est souvent ça où ça mène. J'ai eu le temps d'aller travailler pour Statistique Canada, entre autres, dans le Grand Nord. J'ai commencé à travailler aussi, j'ai été fonctionnaire Environnement Canada pour les questions autochtones, parce que évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés à une autre époque aux questions autochtones. Maintenant, c'est différent, mais son recul, il y a plus de 20 ans, il y avait moins de monde qui s'intéressait au sujet. Donc, j'ai continué un peu à travailler à travers ça. J'ai commencé mon doctorat à l'Université McGill, puis je me suis mis à traduire des toponymes en ayant, évidemment, à faire un inventaire de ce qui se trouvait. Donc, évidemment, le guide qu'on a vu auparavant, de toponymie des Abénakis, mais beaucoup plus que ça. À quoi je me suis intéressé? À ce genre de choses-là. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'identifier toutes les sources possibles de toponymes. Donc, ça inclut évidemment des cartes anciennes. Souvent, c'est le domaine que les historiens ne touchent pas, les cartes anciennes. Il y a plein d'informations là-dessus. Personne ne les exploite parce que souvent, les géographes ne regardent même pas les cartes anciennes. C'est super intéressant parce que c'est là souvent qu'on va retrouver l'information qui est nulle part ailleurs. Et ce que je me suis dit pour mon doctorat, c'était, je vais regarder quels sont les toponymes disponibles dans l'espace à travers le temps, je veux dire dans l'espace géographique. Donc, faire un inventaire des toponymes Abénaki. Là, avec une genre de carte comme ça, on aurait pu dire, tout le nord-est va être inclus. Souvent, les inventaires toponymiques qui ont été faits à une autre époque, souvent au 19e siècle, début 20e siècle. Les gens sont surtout attardés aux États-Unis, puis quand ça arrivait au Québec, souvent, le toponyme n'était même pas inclus. Je prends l'exemple du lac Memphremagog, dont une partie est au Québec, une partie est aux États-Unis. Ce lac-là, évidemment, dans des inventaires, on pourrait se dire, donc, ils touchent aux États-Unis, ils devraient être dans leurs inventaires. Souvent, ils ne se retrouvaient pas là. Donc, je me suis dit, la partie la plus négligée de la recherche, c'est tout ce qui se trouve au Québec. Donc, je dis, je vais suivre une frontière coloniale, puis plus tard, je pourrais prendre de l'expansion. Mais je me dis, je vais commencer par ça parce qu'on est au Québec, puis je voulais que ce qui était le plus négligé soit traité au départ. Donc, j'ai travaillé là-dessus en essayant de faire l'inventaire. Donc, trouver tous les toponymes disponibles sur des cartes anciennes. Là, c'est sûr qu'il faut se faire à l'œil. Ça, là, c'est une belle carte. Il y en a des pires que ça. Là. Mais c'est de trouver tous les toponymes disponibles, que ce soit dans n'importe quel manuscrit, des sources anciennes, des lettres, des rapports, tout ce qui était disponible, que ce soit des rapports d'arpenteurs, que ce soit des rapports des autorités au roi de France, ou etc., des cartes anciennes, tout ramasser ça, puis évidemment, faire une traduction des toponymes, voir s'ils sont bien en Abénaki, et voir s'il y a un lien avec l'histoire de la présence abénakise. Puis ça donne un peu ça ici. C'est pas super beau, c'est une carte des années, ça fait quasiment 20 ans, donc c'est pas très beau, mais si vous regardez tous les points blancs, ici, non, c'est pas une erreur. Là.
tous les points blancs sont des toponymes qui sont en Abénaki, qui sont officiels et actuels. Donc, il y a des toponymes à des endroits qui sont présents et que ces toponymes-là, ben, ils sont officiels, puis ils ne sont pas dans les zones où on aurait cru voir la présence abénakise. Donc, on a 5 types de toponymes. Donc, les blancs, c'est les toponymes en Abénaki actuellement qui existent, donc enregistrés à la CTQ. Tous ceux qui sont des triangles verts sont des toponymes qui ne sont plus officiels, mais qui l'ont déjà été. Les toponymes, les carrés, sont des toponymes qui n'ont jamais été officialisés, donc des toponymes en Abénaki, mais qui n'ont jamais été officialisés. Tous ceux qui sont des rectangles, des losanges rouges, sont des toponymes qui sont possiblement abénakis. Je vais expliquer pourquoi. Puis les toponymes en jaune sont des toponymes qui font référence à la présence des Abénakis. Donc, ce qu'on peut retrouver officiellement sur la carte de nos jours, c'est tous les ronds blancs qu'on voit ici. Puis qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle, ça nous explique, c'est des couches qui nous permettent de comprendre comment le territoire a déjà été organisé, quelle est l'occupation territoriale de ces populations-là, parce que souvent, on va nommer des zones avec des toponymes parce que les toponymes reflètent ce qu'on voit de cette zone-là. Parce que souvent, les toponymes sont descriptifs. Donc, souvent, ils vont décrire l'environnement dans lequel les gens se trouvent. Donc, le toponyme nous permet parfois de retrouver des situations, comment le couvert géographique était, ou le couvert végétatif était à un endroit, ou comment était faite l'hydrographie d'un endroit. Ça va nous expliquer des choses qui sont peut-être plus là. C'est souvent très descriptif. Mais ça nous montre ici ce qu'on voit. Si on se fiait juste au point blanc, disons, on va se retrouver avec une forte concentration dans le sud du Québec. De là, la présence des Abénakis reconnus souvent, on va dire les Abénakis, c'est dans le sud du Québec. En effet, puis on se rend compte qu'il y en a beaucoup sur la rive nord aussi. À quoi ça correspond? Ça correspond à une seconde zone d'occupation des Abénakis du territoire, donc de ce qu'on va dire la Mauricie, en allant un peu au nord de Trois-Rivières jusqu'au territoire des Atikamekw. Donc, on a une deuxième zone, mais tout ça ici, on pourrait dire, fait partie du territoire des Abénakis. Puis les autres toponymes qui apparaissent à gauche, à droite, ici, celui qui est le plus en rejet de tous, c'est parce que c'est un Abénaki qui est allé vivre là, puis le lac a pris son nom à l'endroit où il a habité. Puis ici, c'est par rapport à la région d'Ottawa, donc la capitale fédérale. Et tout ce qu'on a ici, bien évidemment, c'est la présence des Abénakis à travers le temps. Puis ce qui est le plus, les losanges rouges, pourquoi on voit des losanges rouges apparaître? C'est parce que la langue abénakise fait partie des langues algonquiennes. Et évidemment, si on est dans les langues algonquiennes, il y a des parentés entre les mots. Des fois, c'est difficile de définir si un mot est dans une catégorie ou une autre, c'est-à-dire il fait partie de quelle langue. Donc, pour être en abénaki, pour être dans une autre langue. Si vous regardez ici, une forte concentration dans l'Est, donc on peut supposer, bien évidemment, c'est la langue des Wolastoqiyik, c'est les Malécites, qui ont une langue assez proche, qui est une langue algonquienne, qui est assez proche de l'abénaki. Donc, de là, c'est plus difficile à définir si c'est en abénaki ou pas en abénaki. On peut supposer que c'est probablement en Wolastoqiyik, donc dans la langue des Malécites. Et évidemment, le reste va se retrouver à être dans l'abénaki. Évidemment, on se dit, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Est-ce que ça a mené à un certain résultat? Regardez le nombre de points, puis rappelez-vous l'autre étude toponymique qui avait été faite par le gouvernement. Il y avait 161 toponymes. Là, ici, ça ne paraît pas, mais il y en a 1078. Parce qu'il y a des superpositions, là, dépendamment de l'échelle de la carte, on verrait mieux. Mais si vous êtes dans une zone-ci, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on est passé de 161 à 1078. Ce qui est je me suis dit, c'est une belle évolution. Et évidemment, j'ai réussi à traiter la plupart de tous ces toponymes-là pour les traduire. Puis évidemment, j'en trouve encore. C'est la chose on se dit, on a fait le tour. Non, on finit toujours par en retrouver. Il y en a qui se cachent à des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Puis souvent, il faut se dire que le travail maintenant est peut-être plus facile qu'à une autre époque parce que les sources sont plus disponibles. À une autre époque, chercher des cartes anciennes, il fallait se déplacer. Maintenant, la plupart sont en ligne. À l'époque où je l'ai fait, non. Là. Mais de nos jours, ça sera encore plus facile. Il y a plein de rapports d'arpenteurs, de documents manuscrits qui étaient inédits, qui auraient fallu se déplacer, par exemple, en France ou dans les différents centres d'archives. Maintenant, sont accessibles en ligne. Donc, maintenant, c'est plus facile de faire ce travail-là. Les cartes vont être plus belles aussi, mais c'est
une façon d'un peu je me suis dit, de voir le monde autrement, de voir le monde sans les frontières. Puis si on regarde pour la question des Abénakis, ben, s'il y a une forte concentration le long de la ligne ici, c'est que l'autre bord aussi, il y en a une. Donc, on sait que le territoire des Abénakis est probablement sur la rive sud comme ça. Et le remettre en question, ben, on a des traces écrites de ça, donc à travers le temps. Évidemment, ben là, on se dit, ah, ben, c'est bien beau ça, où est-ce que ça mène tout ça, de travailler sur la toponymie? Ben, ça m'a permis d'avoir accès à autant des sources historiques qu'anthropologiques, que géographiques, que linguistiques, plusieurs sciences en même temps. Donc, souvent, on dit, ah, moi, je suis géographe, mais moi, je me décris souvent plus comme une genre de bête des sciences humaines parce qu'on se dit, ben là, bravo, ça a dû mener à un poste dans l'université, puis c'est ça le salut pour un docteur en géographie. Ce qu'on veut faire dans la vie, c'est souvent pas relié à ce qu'on a fait. Ça arrive assez souvent. Le meilleur chemin pour se rendre où on veut, c'est de le faire soi-même. C'est pas nécessairement la géographie qui va nous mener là. Puis on se dit, ben là, qu'est-ce qui s'est passé après avoir eu ça? Ben, comme j'avais des connaissances dans plusieurs domaines, je me suis mis à devenir consultant pour des firmes de recherche sur des questions autochtones. Puis là, il fallait vivre aussi, donc souvent, des contrats, ça vient, ça part, on n'a pas tout le temps ça. Je me suis mis à être professeur au cégep en géographie. J'enseignais au cégep du Vieux-Montréal pendant longtemps, mais évidemment, ça te fait tourner autour du pot. Des fois, on n'a pas les cours qu'on voudrait, des cours de géographie, mais on a d'autres sortes de cours. Donc, les cours de méthode quantitative que vous avez sûrement tous fait dans votre jeunesse, des cours de méthodologie. Donc, souvent, on s'éloigne. Puis après ça, ben, évidemment, on se dit, ben là, y a-t-il un parcours fixe dans la vie? Non. Je me suis mis à enseigner l'histoire des Autochtones à l'UQAM. Puis, comme j'avais fait des cours d'Abénaki pendant des années, donc en 2010, ma professeure, qui était Monique Nollet-Hillé, a pris sa retraite, puis j'étais comme le meilleur étudiant, donc je suis devenu l'enseignant de la langue abénakise à Odanak. Donc, j'ai commencé à enseigner. Puis évidemment, est-ce que c'est géographique ou pas? Ben, oui et non, la géographie me sert tout le temps là-dedans, mais ça a pris une autre tangente. Je suis devenu comme plus l'expert de la langue abénakise à travers le temps. Puis en 2014, je me suis enseigné à Wolinak. En 2016, je me suis enseigné à Montréal Autochtone, qui est un organisme à Montréal qui, entre autres, donne des services, entre autres, donne des cours de langue autochtone. Après ça, je me suis mis à enseigner aussi à l'Institution Kiuna, qui est le premier cégep autochtone au Québec en 2018. Je me suis mis à enseigner en 2019 à l'Université de Sherbrooke des cours de langue abénakise aussi. En 2021, des cours de langue abécha. Puis tout ça m'a mené à faire en sorte que je me suis mis seulement à enseigner des cours de langue abénakise. C'est ce que je fais maintenant. Puis je fais maintenant partie d'un projet qui s'appelle Awikani Saskak. C'est un projet qui est à l'Université de Sherbrooke avec les professeurs René Lemieux et Patricia Godbout. On est une équipe à travailler. Puis ce qu'on veut, c'est documenter un peu la langue abénakise, puis dans l'espoir de pouvoir un jour développer ça vers autre chose. Mais pourquoi je me suis un peu tourné vers les langues? C'est un peu parce que la géographie m'a fini par me mener là indirectement à travers la toponymie. Mais souvent, les gens se disent « Ah, les langues autochtones, il y en a plein, pas de problème, tout va bien. » Ça ne va pas vraiment bien, les langues autochtones. Et évidemment, juste pour l'abénaki, je donne souvent l'exemple, c'est moi qui enseigne, c'est que ça va mal. Et effectivement, ça va assez mal. Puis pour donner un peu une idée, parce que moi, je ne suis pas autochtone, je ne suis pas abénaki, puis j'enseigne. Si vous regardez, Statistique Canada a mis à jour ses stats, puis finalement, les met toujours à jour. Si on regarde en 2006, là, il a fait une espèce de regroupement qui est bon. En tout cas, c'est Statistique Canada, là, on en reviendra, mon ancien employeur. Donc, 29% de ceux qui étaient qualifiés indiens, chalez-moi pas avec indien, c'est dans la loi, vous appellerez Justin Ier. Donc, 29% parlent une des 70 langues qu'il y avait au Québec. Puis 10 ans plus tard, on dit est-ce que ça s'est amélioré, ce portrait-là? Non. C'est devenu, si on pourrait dire, pire. Puis ça continue à se dégrader. Puis de là que j'enseigne, ce qui est à la fois triste, ça devrait être des Autochtones qui enseignent leur langue. C'est pas le cas là, donc ça va vraiment mal. Évidemment, il y a de l'espoir parce que là, j'enseigne là-dessus, mais si on regarde les populations autochtones, là, je vous le mets comme ça rapidement là, pour pas s'étourdir avec des statistiques. Là. Ça, c'est les stats qui étaient les plus récentes en 2015. C'est pas parce qu'on a une forte population que notre langue va mieux aller que d'autres. Normalement, pour que les langues survivent, ça prend ça prend à peu près 30 000 locuteurs pour qu'une langue survive.
Dans ces langues-là, il n'y en a aucune qui a 30 000 locuteurs. Il y a des langues là-dedans qui vont mieux que d'autres. On pourrait avoir la population, si on regarde par exemple Inuktitut, sont à peu près 12 000 personnes, puis presque la totalité de la population parle. Cris sont plus que ça, presque toute la population parle. Quand on tombe avec Innu, ils sont quasiment 20 000, ben, c'est moins de la moitié de la population qui parle. Donc, ce n'est pas le nombre qui fait que ça va bien. Puis si on regarde Atikamekw, on est quasiment à 8 000, ben, à peu près ça, donc une très forte partie de la population. Puis quand on tombe on prend Algonquin, mettons 12 000, ben, une très faible, moins, peut-être le quart de la population parle sa langue ancestrale. Et à mesure qu'on descend, on voit l'Abénaki n'est même pas là. Il n'est même pas recensé ailleurs dans les autres situations. Donc, le fait que j'enseigne, évidemment, c'est peut-être plus géographique que celui-là en même temps. On est tout le temps un peu géographe. Mais au final, ce qu'on peut se dire, c'est que le parcours qu'on va se créer, évidemment, mon enseignement de la géographie ou mes connaissances de la géographie reviennent tout le temps. J'ai quelques étudiants là qui vont pouvoir vous le confirmer. Ça mène où on veut aller, là, la géographie. Là. Finalement, personne qui se nomme géographe dans la vie. Dans la question autochtone, il y en a, ils vont être cachés, ils ne vont pas se nommer comme ça. Évidemment, ben, mon enseignement, évidemment, de nos jours, est moins axé sur la géographie, mais c'est comme ça que je me suis rendu là. Je ne sais pas comment je pourrais décrire ça. Je ne sais pas si je voulais dire d'autres choses. Mais vous pourrez me poser des questions. Posez-moi des questions. Je pense que j'ai assez parlé. Je pense que ça fait assez. Oui, Chantal, j'ai assez parlé, oui. Ouvrir ton micro, Chantal. Oui, c'est beau. Je n'avais pas pesé suffisamment. Donc, effectivement, merci. Tu as partagé avec toutes ces données-là comment la géographie, avec le trait d'union toponymique, t'a amené vers la linguistique. C'était quand même tout à fait là, intéressant de voir le parcours. Donc, à ce stade-ci, en fait, je pense. Merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez pas à suivre nos activités, que ce soit en nous écrivant ou en suivant notre site web sur Facebook ou LinkedIn, le regroupement des géographes du Québec qui sera toujours heureux d'échanger avec vous. Géographiquement vôtre et au plaisir!